Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité est un aventurier, un vrai. Au fil des années, il a multiplié les raids aux quatre coins du monde, cumulant au total plus de 100 000 km sur route, pistes et chemins à travers 58 pays. Mais son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir effectué un tour du monde en Porsche 928. Un périple pas banal de 60 000 km en 3 mois et demi sur 3 continents, réalisé en famille avec ses 2 enfants, Baudouin et Thibaut. Dans ce 36e épisode d'Histoire d'auto, je reçois Philippe Delaporte, l'aventurier en 928. Salut Philippe. Salut Vincent. Ça va ? Très bien. Dans ce podcast, j'ai l'habitude de revenir aux sources de la passion, tout ça. Mais là, je pense qu'on va avoir tellement de choses à raconter sur tes raids qu'on va pas revenir à... Souvent, je demande quel est ton premier souvenir d'auto. Ouais. Mais là, je pense que ça va être trop compliqué. Donc, on va s'intéresser directement à cette espèce d'idée de raid, d'obsession pour les raids que tu as eu depuis, j'ai l'impression, quasiment toujours. Dans ta jeunesse, tu as vraiment eu ces 2 passions, l'auto et l'aventure. Et je crois qu'elles ont été nourries par des écrits, notamment ceux du regretté André Costa dans l'autojournal. Exactement. Moi, j'étais passionné par ces récits d'aventure en voiture quasiment de série, lorsqu'il est en Afghanistan avec des GS, au Tchad avec une SM, au Pakistan avec une Audi, donc je dévorais ça. Et puis, j'ai eu un livre qui a été flash, qui s'appelait Le chemin de la liberté, qui était un tour du monde en fourgonnette de chevaux. Et ça m'a complètement scotché. Donc j'ai eu la chance d'avoir tout a démarré par une 4L que j'ai eue pour mon bac, et puis un étudiant, j'ai parlé à un copain, on était étudiant en médecine, on travaillait pas beaucoup, et on s'est motivé et on est parti à 19 ans en Iran. Tout a démarré à ce moment-là. Je crois même que tu as fêté tes 20 ans, ton anniversaire de tes 20 ans à Téhéran. Exactement, le seul restaurant du voyage pendant 2 mois. Et ça a été vraiment un coup de foudre ce voyage, avec énormément d'ennuis, mais de très gros ennuis. Bloc cylindre fêlé, enfin la voiture jointe culasse à refabriquer en plein pays kurde. Mais on a quand même ramené la voiture. Et ça a été pour moi un bonheur. Le copain, ça a été un désastre. Il m'a dit jamais plus je repartirai en voiture. Et le coup de foudre a démarré et la passion pour ce genre d'aventure a commencé là. Mais alors ce raid en Iran, c'était le premier que tu as fait. Tout premier. Mais avec la 4L, t'en as fait d'autres. Alors avec cette 4L, tous les 2 ans, j'ai fait un total de 4 voyages avec cette voiture. Tous les 2 ans, je suis reparti. Donc 2 ans après, je partais traverser le Sahara avec un autre copain. Traverser le Sahara. Ouais, traverser le Sahara jusqu'au Niger, aller-retour. Après, 2 ans après... Pardon, excuse-moi, oui. T'as l'air de te balancer ça comme si tu disais j'ai traversé la place de l'Étoile. T'as traversé le Sahara en 4L. Alors, je l'ai traversé 2 fois le désert du Sahara. Mais comment tu planifies un truc pareil c'est complètement insensé, quoi. Il faut effectivement planifier, il faut préparer, il faut se renseigner, parce que il faut surtout faire preuve d'humilité. C'est un terme qui est très important quand on va dans les contrées un peu sauvages. Parce qu'il faut se renseigner, voir ce qu'il faut comme équipement, comme piste, comme route. En plein cœur du Sahara, on roule en convoi, on ne part pas comme ça à l'aventure. Il y a un convoi de 5 voitures. Après, il faut savoir pour l'autonomie, pour l'eau, parce qu'on boit quand même 10 litres d'eau par jour. C'était le Sahara au mois d'août, c'est quand même pas la meilleure période. C'est top, quoi. Il fait combien, 50 degrés Oui, à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre, donc comme ça, t'es tranquille. Mais... Donc ça, c'était le 2e voyage. Le 3e, c'était le Cap Nord, avec ma petite amie qui est mon épouse, depuis 37 ans. On est monté au Cap Nord. Ça un petit choc thermique, là, pour le coup. Ah, voilà. Là, c'était... même si c'était l'été, c'est pas très chaud. Mais le grand voyage avec cette 4L, c'était le dernier que j'ai fait. Ça, c'était en 84, en construisant la voiture, en partant d'un autre châssis, parce qu'elle était quand même un peu fatiguée. Et là, je suis parti 4 mois, dont 1 mois avec ma petite amie, qui elle s'arrêtait à Niamey au Niger, elle avait déjà un job, et j'ai continué jusqu'au Zaïre, avec un retour du Zaïre sur un cargo africain avec ma voiture dessus, et donc ça a été le déclic absolu, quoi. Ça a été le 4e et dernier voyage avec la 4L. Et alors, on va faire une avance rapide jusqu'à cette idée complètement folle qui a fini par germer dans ton esprit de faire un tour du monde en voiture. Oui.
Et pourquoi en 928 ? Alors, pourquoi en 928 ? Déjà, la 4L a été stockée en Dordogne, dans une maison de famille que l'on a. Elle y est toujours. Elle a donc toute son histoire. Elle est encore avec de la latérite à l'intérieur, comme si elle rentrait d'Afrique, surélevée, l'échappement sur le toit. Et mes deux fils ont baigné, disons, dans ces aventures, puisqu'ils l'ont conduite dans les champs. Enfin, cette voiture, elle les a marqués, donc ils la connaissent par cœur. Et puis, j'ai deux voitures de passion que je rêvais d'avoir et que j'ai la chance d'avoir, c'est une Jaguar Mark II et une Porsche 928. La 928 m'a marqué lorsqu'elle est sortie. Il y en avait une dans la ville où j'habitais, dans les Yvelines, en 78. Je tournais autour de cette voiture, je l'ai photographiée dans tous les sens, et je savais qu'un jour, j'aurais une 928 et une Mark II si possible. Donc j'ai les deux. Et puis, tout a démarré quand un soir, un de mes fils m'a dit, alors c'était pas du tout prévu, même si je les emmenais souvent à droite à gauche chez des passionnés de mécanique, de sport mécanique. Un soir, un de mes fils m'a dit, avant que je travaille sérieusement, il faut qu'on fasse un raid comme tu avais fait. Et là, ça s'est passé ici, on a sorti la carte, on a dit on va où et avec quelle auto. La Jag ou la Porsche. Parce que je voulais faire de la route, c'était pas pour aller faire l'Afrique. J'ai un Defender aussi, un châssis court bâché. Je lui dis, on ne prend pas le Defender, on va pas aller faire des dunes. Et donc, il m'a dit, non, surtout pas l'anglaise, on prend la 928. Donc, ça a démarré comme ça. Voilà. La 928, quand tu l'as achetée, sauf erreur, c'était en 2008. C'est ça. Ouais. Elle avait déjà pas mal de bornes. Elle avait 100 000 km, mais elle était dans un état impeccable. Ouais. Elle avait fait 4 pages dans une revue l'année précédente. Quand j'ai appelé le vendeur, il me dit, écoutez, cette voiture, je vous préviens tout de suite, elle est comme neuve, je ne vous la laisserai pas conduire. T'imagines ? Tu vas acheter la voiture, le gars te dit, je vous préviens à l'avance, c'est une voiture extrêmement sophistiquée, puissante. Non, il n'y a pas de problème, j'y vais. Et quand j'ai eu la voiture, alors on est restés copains, hein, mais je ne pensais pas à l'époque, et lui non plus, que cette voiture allait partir comme ça, voyager. C'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir cette voiture, et je l'ai eue pendant 3-4 ans dans les conditions normales. Hein. Bah évidemment, avant de te lancer, déjà tu t'es pas tout de suite lancé dans un tour du monde. Tu as déjà fait, on va y revenir, une petite sorte de répétition générale, mais avant de te lancer, tu as dû faire quand même pas mal d'aménagements dans la voiture. Ah oui. C'est-à-dire que là, il faut tomber sur les bons partenaires mécaniciens, préparateurs, parce que la 928, elle n'a pas été conçue pour aller affronter des mauvaises routes. Néanmoins, comme le faisait André Costa à une autre échelle, c'est tout à fait possible. Simplement, il faut un peu ménager la voiture, anticiper, prévoir qu'est-ce qui va éventuellement lâcher. Et au final, il y a qu'une chose qui me bloquait sur la voiture, c'est les deux boîtiers électroniques. Ouais. Et en me disant, là, c'est pas réparable. Tout le reste, on peut un peu... Ceux qui pilotent le moteur. Voilà. Et là, si ça tombe en panne, et là, le mécanicien me dit, mais pas du tout, t'en prends deux autres, on va les reconfigurer avec des nouveaux composants, comme ça, tu auras deux boîtiers équivalents à des boîtiers neufs qui seront en secours, et s'il y a quoi que ce soit, tu les changes. Et à partir de là, j'ai dit, banco, on prépare la voiture. Ça a pris 1 an pour cogiter un petit peu comment, c'est une 4 places, il n'y a pas de roue de secours, c'est une roue galette. Donc là, à un moment, on se met dans les conditions, il faut toujours se mettre dans le contexte, en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait, si elle chauffe, si on crève, et il faut de la place, donc déjà on supprime les sièges arrière, il faut 2 roues de secours, c'est pas la même dimension avant-arrière, il n'y a pas la place de les loger, donc je dis on va la mettre sur le toit, mais sur le toit, je veux pas des barres de toit qui L'expérience africaine prouve qu'il faut que ça soit bien ficelé, bien arrimé. Donc là, je suis tombé sur un monsieur extraordinaire qui s'appelle Jeff, qui avait un atelier de préparation de véhicules, entre autres pour le Dakar, et qui a tout de suite conçu ce qu'il fallait comme je le souhaitais. Je lui dis, je veux pas... Donc on croit que la roue est posée sur le toit, mais il y a un renfort incroyable à l'extérieur, intérieur. Il a aussi conçu les grilles, il a fallu protéger les phares, relever la voiture. Donc là, je suis passé avec 2 mécaniciens qui étaient des vrais génies, Igor et Paul, qui la connaissent par cœur. Parce que c'est une 928, c'est un peu particulier quand même. Hein. Beaucoup veulent pas trop toucher à ce genre de voiture, parce qu'elle était considérée comme la Porsche d'ingénieur. Quoi. Un peu trop complexe. Un peu complexe, quoi. Donc, mais après tout, en bon état, elle peut aller très loin. Simplement, il faut trouver les gens qui la connaissent et qui savent travailler dessus comme il faut. Quoi. Donc on a relevé la voiture avec une suspension adaptée, renforcée, et puis après mettre un blindage, donc ça c'est le même préparateur, mettre une plaque de 8 mm d'aluminium pour protéger le moteur. Enfin il y a eu tout un tas d'aménagements adaptés à un voyage au long cours. C'était pas de faire un proto, c'était pas de faire encore une fois du tout-terrain, mais c'est de se dire bon, on va trouver certainement des mauvaises routes. Donc il faut une voiture un peu plus haute, une suspension un peu plus forte, un peu de place pour mettre du matériel.
Le réservoir fait 80 litres, on a emmené 4 bidons de 10 litres. On avait donc 120 litres d'autonomie. Après, il faut prévoir un peu quand même de pièces de rechange. Donc, on a tout remis à neuf. Même lorsque c'était globalement en bon état, je dis non, on remet à neuf. Et dans la mesure du possible, on emmenait les pièces anciennes en secours, quoi. Alors, on n'a pas emmené la direction, ni le pont, hein, ni les transmissions, mais la voiture était quand même très remplie au départ. J'ai l'impression que la préparation, ça fait aussi partie du plaisir, non ? Complètement. C'est-à-dire que ce genre de voyage, le plaisir, il est avant, parce que tu le vis un peu en te projetant, en disant, tiens, alors ça, on va... Après, il y a quand tu le vis intensément, et puis après, donc c'est avant, pendant, après, hein, sans aucun problème. C'est-à-dire que des années après, que ce soit pour mes fils qui ont partagé ces aventures ou moi, on est totalement dedans. Hein. C'est-à-dire c'est pas une étape, non, ça fait partie intégrante de notre vie, quoi. Alors, chers auditeurs, je ne vais pas vous refaire le laïus habituel. Vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez du coup poser des questions. Et là, Philippe, j'ai une question d'un internaute qui s'appelle Nonox sur Twitter. Avant de partir, as-tu appris à démonter entièrement la 928 ? Non. T'as pas l'âme d'un mécanicien ? Non, parce que j'en ai pas les compétences. En revanche, je savais, on avait appris à changer des pièces, on va dire, faciles à faire, comme la pompe à essence. Ça peut arriver qu'une pompe à essence, même si elle est neuve, et c'est arrivé, hein, dans le tour du monde, à 2 reprises, elle s'est bloquée parce qu'il y avait un caillou dedans, parce que l'essence est vraiment souvent de mauvaise qualité. Donc ça, il faut savoir où elle se situe, changer la pompe, changer le filtre, voilà, tout ce qui est bougies, allumage, c'est accessible. Donc on avait tout ça au cas où, mais au-delà des courroies de service et de la roue et éventuellement des plaquettes, on aurait été un peu en galère. Après, on trouve des gens, mais ces gens sur place savent travailler une 4L en Afrique, ça, ils savent tout faire. Mais la 928, c'est quand même un peu l'usine à gaz. Alors, on a des téléphones, donc il nous est arrivé de pouvoir appeler notre copain mécanicien en direct, en disant, écoute, d'après toi, qu'est-ce que ça pourrait être ? Là, il y a un petit bruit, et voilà. Alors, on est en 2011. Ouais. Tu te lances sur un premier trip, objectif l'Inde. Voilà. Ça s'est pas terminé exactement comme tu l'aurais voulu. Alors, objectif Inde, un aller simple, Paris-Calcutta. C'est le projet de départ. Et à Calcutta, on mettait la voiture sur un cargo. Et on avait même un ami transporteur qui finançait le retour de la voiture par container, un très bon copain, Alain. Et pendant toute la préparation du voyage, on s'est rendu compte qu'il y avait un point un petit peu délicat, c'est de traverser le Pakistan. Pays dans lequel je suis allé, moi, pour mon job, entre autres, mais c'est un pays à risque parce qu'il n'y a qu'une route au sud, juste après l'Iran, c'est le désert du Balouchistan, et là, il y a des prises d'otages à répétition. Donc, j'avais contacté quand même toutes les ambassades, ils m'ont dit, vous êtes complètement dingue de vouloir passer là, parce que, et à un mois du départ, ils m'ont encore dit, alors qu'on avait les visas, on avait pris tous les visas, ils m'ont dit, écoutez, ils viennent de prendre un couple suisse en otage, Bon, je me suis dit, ok, cela, ça va être, on est prévenu, c'est complètement idiot, on n'est pas en train de battre un record, c'est quand même un voyage de plaisir. Donc, arrivé en Inde, arrivé en Iran, au lieu de éventuellement arrêter le voyage, on est revenu par la route, par un autre itinéraire. Donc, on a fait en fait une route beaucoup plus longue, puisqu'on a quand même fait 24 000 km, 27 pays, sans aucune panne, sans aucune crevaison. Ça a été magique, totalement magique. La répétition générale, alors du coup, est-ce que t'en as tiré des enseignements, t'en as profité pour changer des choses Même pas. Alors, répétition, oui et non, parce qu'à l'origine, on avait prévu ce voyage, en se disant, bon, voilà, c'était... Mon fils me le demande, là, c'est la plus belle question, je peux pas... C'était fabuleux, donc... Encore une fois, on le faisait ensemble. C'est-à-dire que j'emmenais pas mon fils, il m'emmenait pas, quoi. On était vraiment, on conduisait tous les deux. C'était une passion partagée. Et puis au retour, ça a été une telle réussite parce qu'on n'a eu aucune galère. On a eu quand je dis des galères, on n'a pas eu de panne, on n'a pas été tracté, on n'a pas été dépanné, on a eu des passages frontières compliqués, parfois des contrôles de policiers. Quand on passe en Ouzbékistan, au Turkménistan, en Iran, c'est parfois compliqué. En Iran, par exemple, on paye tout en cash. Quand on rentre en Iran, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de carte de crédit possible, pas de chèque, donc on doit estimer le temps à passer, combien on va avoir d'essence, combien d'hôtels, combien de restaurants. Donc tout ça, ça se prépare pays par pays. Il faut une sous-chemise par pays en disant qu'est-ce qu'il faut pour nous, qu'est-ce qu'il faut pour la voiture. Et puis après, il y a un peu de chance si on peut avoir. Au final, pour être tout à fait
objectif, le seul risque dans ce genre de voyage, c'est l'accident ou la maladie. Mais l'accident, il peut être à tout moment, parce qu'on voit on en voit, hein, ça vient d'arriver. Bon, alors ça, c'est le seul risque, parce qu'on est au milieu de nulle part, on est à 200-300 km parfois. Le sud Kazakhstan, c'est une route près de la mer d'Aral, il y a 400 km entre deux villes, hein, donc s'il arrive quoi que ce soit, on est à la merci des conditions locales, comme les gens qui vivent là. Voilà. Donc à partir du moment où on n'a pas ce genre de drame ou d'accident, le reste, on gère, hein, c'est de la logistique. Hein. Mais faut-il encore avoir bien préparé le voyage, hein. Faut éviter les surprises. Ah bon, je savais pas qu'il fallait. C'est ce genre de voyage. L'administratif est aussi important que la mécanique. Parce que un exemple tout bête pour les douanes, la voiture, il faut un carnet de passage en douane, qui est le document douanier qui permet de rentrer dans certains pays. Tous ne le demandent pas, mais en l'occurrence l'Iran le demande. Pour avoir ce document qui coûte 200 €, c'est un livre avec 30 pages, hein, et il tamponne à l'entrée, on peut donc faire 30 pays. Eh bien, il faut une caution. La caution, c'est le prix de la voiture. C'est le prix de la voiture qui a été déclaré à l'assurance. Alors, on peut sous-estimer, sauf qu'à la frontière, ils tapent Internet et eux, ils voient tout de suite le prix de la voiture. Si c'est un prix totalement sous-estimé, saisie de la voiture, fausse déclaration. Donc, il faut donner à cet établissement, l'Automobile Club, une caution qui est encaissée, qui est restituée au retour du voyage. Donc, on a vu des gens, ah bon, il faut un carnet ? Bah oui, on en a vu en Turquie, on disant, nous, on va aller en Iran, je savais qu'en Iran, il faut le carnet. Ah bon ? Ah non, je savais pas. Quand c'est une moto, c'est plus facile. Quand c'est une voiture, on est coincé. Et quand c'est marqué Porsche sur le capot, ils pensent tous que c'est un Cayenne très récent, quoi. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment bien se mettre dans le contexte et pas partir comme ça en disant, tiens, dans un mois, je prends la route, quoi. C'est pas possible. Un gros travail de planification. Énorme. Parce que tout ça, après, ça permet de dérouler le voyage en minimisant. Il faut se renseigner, par exemple, sur la qualité d'essence. Alors, on a des informations, puis après, on en découvre d'autres. Mais là, on savait qu'on allait avoir des endroits où il n'y a que de l'essence avec un octane de 80. Donc la 928, elle ne marche pas avec du 81. Elle peut marcher avec du 95, mais pas trop en dessous. Donc, au mieux, on avait vu qu'on trouvait du 90, qu'ils appellent là-bas le super, en Ouzbékistan, au Kazakhstan. Et dans ce cas, on avait prévu des bidons d'octane plus, de façon à remonter de 5 points. Et donc, on avait sous les sièges des bidons pour faire à peu près 5000 km dans des conditions d'essence de mauvaise qualité, quoi. Mais c'est pareil, on n'en achète pas sur place parce qu'ils n'en ont pas. Oui. Les Lada, elles roulent avec d'octane 80 sans problème. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc là, on est en 2011. Oui. 5 ans plus tard, tu te lances avec tes enfants dans le tour du monde. Comment l'idée elle est arrivée de faire ce tour du monde en 928 ? Eh bien écoute, j'ai donc 2 fils, Baudouin qui avait fait l'Iran et Thibaut qui lui était encore étudiant à l'époque. Ils ont 1 an d'écart, 13 mois d'écart. Et puis au bout de 2-3 ans, après le retour de ce voyage d'Iran, Thibaut, qui ne l'avait donc pas fait, qui avait participé à la préparation, mais qui est également un passionné, il a 3 motos, dont 2 anciennes, enfin bref. Et je lui dis, mais t'aimerais pas qu'on fasse aussi ? Et il me dit, oh mais si, parce que je me dis, là, il y a un manque quand même, il faut quand même que chaque fils ait plus... Puisque l'un l'a fait, ça a été fabuleux, Thibaut l'a vécu... Pas de jaloux, quoi. Voilà, puis il l'a vécu par procuration, mais il n'y a rien de tel que d'y participer. Donc on se décide à préparer un autre voyage, pas le même, et on vise Tokyo. La voiture était quasiment prête au niveau des modifications. Fallait refaire tous les consommables, tout ça, les suspensions, les freins, mais les préparations des supports, des blindages, des grilles, tout ça, c'est en état, quoi. Donc on décide ça, et assez rapidement, Baudouin, qui avait fait l'Iran, nous dit... qu'est-ce que j'aimerais revenir. Et donc là, je dis, mais écoutez les garçons, on n'a que 2 places dans cette voiture. Derrière, c'est les jerrycans, la roue, les sacs et matériel. Et puis, assez facilement, en regardant la carte, je me suis dit, à Tokyo, on n'est pas très loin des États-Unis. Et si possible, il faut que ça soit à peu près équilibré comme voyage. Donc on ne va pas faire une traversée Tokyo, San Francisco en face, puis New York. Et on va essayer, à ce moment-là, d'aller jusqu'en Alaska, faire transiter la voiture, la faire naviguer. Et à ce moment-là, on démarrera la 2e partie d'Alaska pour finir à New York. Ce qui faisait à peu près 17 500, 18 000 km sur chaque partie. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place. Alors là, ça a été à nouveau une bonne année de préparation. Parce que le voyage devenait beaucoup plus compliqué dès lors qu'il y a des passages bateaux. Dès qu'on prend une traversée maritime avec une voiture,
Là, on décuple les complications. Le prix, déjà, parce que là, il y a des surprises. Même pour charger une voiture sur un bateau, il faut tout un tas de documents. Pour importer temporairement une voiture aux États-Unis, ça reste assez facile, mais au Japon, il faut que tous les documents soient traduits en japonais. On n'arrive pas comme ça avec une voiture avec des plaques françaises. Donc là, c'était assez lourd à préparer. Mais l'idée, c'était, chaque fils allait faire l'un Paris-Tokyo et l'autre Anchorage-New York. Donc là, on faisait une boucle et c'était une autre dimension de voyage. Et c'est pour ça que, quand je dis le tour du monde, en fait, c'est autour du monde, parce que ça représente vraiment une boucle autour de la Terre. 35 000 km, la même voiture, et on est reparti donc en 2016 de Paris, de la place de la Concorde, avec l'objectif Tokyo pour la première étape. Et puis à Tokyo, on a laissé la voiture, elle a navigué en conteneur jusqu'en Alaska, et on est allé la reprendre avec Baudouin, lorsqu'elle était prête, dédouanée et à rouler, et on a roulé jusqu'à New York. Alors justement, je crois que dès le départ à la Concorde, vous avez eu des petites sueurs froides, non, avec une histoire d'huile qui se mêlait au liquide de refroidissement. Ça, c'est un truc incroyable. Le jour du départ. C'est-à-dire qu'à 2 jours on partait un samedi. Le jeudi, donc 2 jours avant, on fait un tour dans Paris pour aller voir, etc. Bon, et on fait bien tourner la voiture. Et puis, on voyait quand même quelques gouttes d'huile sous la voiture. C'est étonnant parce que tout était refait à neuf, quoi. Et puis, la veille du départ, on est donc le vendredi matin, subitement, on dévisse le bidon là où il y a le liquide de refroidissement, le vase d'expansion. Et là, c'est huile et eau. Oui. Il y a de l'huile dedans. Mais curieusement, à la jauge d'huile, il n'y avait pas de mayonnaise. Donc on s'est dit, c'est peut-être pas un joint de culasse, mais pourquoi il y a de l'huile dans le... Et un copain carrossier nous dit, cherche pas, tu dois avoir le radiateur d'huile qui est immergé dans le radiateur d'eau, il y a une fuite. Et donc là, on est le vendredi matin, il est 9h. Il faut trouver une pièce pour partir le lendemain. Il faut donc changer le radiateur, si c'est le radiateur. Et on a rendez-vous avec tout le monde à la Concorde, y compris mon copain Marc Wayoun, qui était le président de Porsche France, qui était devenu un super ami. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ? On annule tout, on descend la voiture en urgence, on démonte tout, on trouve le radiateur. In extremis, mon fils va le chercher au pont de Gennevilliers, parce que le fournisseur voulait pas nous donner son sous-traitant, parce qu'après, donc il l'a retrouvé. Un radiateur, c'est 1 000 €, un radiateur sur une 928. Donc ça, on est le vendredi. Et Paul et Igor, les 2 sorciers de la mécanique, ont détecté et qu'effectivement, il y avait une fuite, l'huile passait dans l'eau. Mais c'était pas méchant parce que ça n'avait pas quand même plombé tout le circuit. Et donc changement du radiateur, à 17h tout remarche, on la met en température, en pression, et le samedi matin on arrive avec un radiateur neuf, alors que ce radiateur avait déjà été changé après l'Iran. Donc, mais des fois c'est pas... Voilà, il y a une... Et donc ça a été une obsession les 3-4 premiers jours, parce qu'il restait quelques traces d'huile dans le vase d'expansion. Et en fin de compte, on est arrivé à New York et le radiateur est toujours sur la voiture. Bon alors, tu pars de la France, en fait vous avez pris la transsibérienne. Voilà. Qui, si je comprends bien, est une route qui relie Saint-Pétersbourg à Vladivostok. Exactement. Alors le train qui est plus connu, le transsibérien, lui, il fait Moscou-Vladivostok. Ouais. Et la route, en revanche, démarre de Saint-Pétersbourg. Et comme au premier voyage, on était déjà passé par Moscou, on s'est dit, là, on va monter un peu plus haut, après les pays baltes, on va rattraper Saint-Pétersbourg, qui est une ville magnifique. Ouais. Et puis on est redescendu de Saint-Pétersbourg, Moscou. Et là, on est allé jusqu'à l'est, en allant jusqu'au lac Baïkal, qui est le plus grand lac d'eau douce au monde. Du lac Baïkal, on a fait une petite incursion en Mongolie pour aller faire quand même quelques photos avec des yourtes. Mais après, on est revenu sur cette transsibérienne et on l'a prise jusqu'à Vladivostok, son terminus. Donc on l'a faite part en part. C'est 11 000 km d'une route qui est parfois magnifique et parfois un peu plus... Plus on va vers l'est, plus elle devient sauvage, parce qu'elle est en parfait état, elle est bitumée maintenant. Avant, c'était une galère à la fin. Celle-là, non. Mais en revanche, on est complètement paumé, on est isolé. Cette route passe au nord de la Chine, et on redescend sur Vladivostok. Donc, quand on arrive et qu'on voit on devine, même si c'est en cyrillique, le nom de Vladivostok, c'est magique, parce qu'on a quand même... on arrive au volant de la voiture, alors qu'on est parti de la Concorde. Voilà. Et sans avoir un camion qui te tracte ou quoi que ce soit. La voiture est arrivée par elle-même. Donc là, c'était vraiment un grand moment. Je crois que vous avez eu un accueil complètement fou de la part de Porsche en Russie.
Alors, Porsche, en Russie, dans les différentes grandes villes, était complètement enthousiaste, quoi. D'abord, Porsche Moscou nous avait bien aidé en nous faisant, à l'avance, ça c'est l'expérience du premier voyage, une attestation en cyrillique qui expliquait le pourquoi du voyage, en expliquant en russe, donc avec nos noms, nos numéros de passeport, toutes les caractéristiques de la voiture, immatriculation, etc. Et une phrase qui disait « Nous vous remercions de leur faciliter le passage, ils sont en train de faire une reconnaissance de tour du monde pour un rallye, etc. » Ce qui fait qu'on est quand même souvent contrôlé. Quand on roule avec une 928 qui a une roue sur le toit, déjà dans Paris, je me fais contrôler. Il m'arrive, mon record, c'est 3 fois dans la journée, en disant Monsieur, vous avez une roue, que ce soit un bus, un motard, les policiers. Bon, je dis non, vous inquiétez pas, elle est fixée. Donc là-bas, c'était quand même monnaie courante. Et on sortait cette attestation. Et là, il y avait tout de suite, il nous faisait signe, bravo, et repartait, quoi. Donc, Porsche Moscou, là-dessus, ça a été superbe. Et puis après, on a vu, il y a des concessions jusqu'à Irkoutsk, qui est la grande ville à côté du lac Baïkal, et à chaque fois, on y allait à l'improviste. C'est-à-dire qu'on arrivait, on n'avait pas de rendez-vous, on avait besoin de... Et puis, en gros, on venait leur dire bonjour, on prenait un café, les gars venaient voir la voiture, qu'ils ne connaissaient pas, le 28 n'a pas été importé. Donc ça, c'était intéressant. Et puis ça a été un bonheur jusqu'à l'arrivée. À Vladivostok, alors à Vladivostok, on prenait un ferry. Ce ferry était réservé de pratiquement 1 an. Il y a 2 jours de traversée, 2 nuits à bord, avec une escale en Corée du Sud. Et après, on débarquait au Japon, à côté d'Hiroshima, c'est le port est Sakai Minato. Et le jour où on a débarqué, c'était les 30 ans de Thibaut, de mon fils. Donc c'est un souvenir extraordinaire. Et puis après, on est allé voir Porsche Hiroshima. Pareil, en Japon, les Porsche étaient... ils ne savaient pas quoi faire. Ils voulaient à chaque fois laver la voiture. On leur disait non, laissez-la comme ça, c'est son histoire, quoi. Vous ne voulez pas une voiture neuve, quoi. Voilà. Non, très bel accueil. Donc après le Japon, la voiture part sur un bateau. Pas tout à fait de Tokyo, en fait de Nagoya. Le transitaire m'a dit c'est mieux. Alors on a refait 400 km au sud, ce qui nous a permis de reprendre le train japonais ultra rapide. Shinkansen. Exactement, c'était une belle expérience. Et là la voiture est partie, mais il faut savoir qu'entre le Japon et l'Alaska, c'est très compliqué parce qu'il y a en transport maritime, il n'y a pas de ligne directe. Il n'y a pas une ligne qui fait comme d'un point A au point B. Donc il fallait passer par 3 bateaux. On avait fait des études pour ça. On est passé avec un super transitaire, Chris, qui m'écoute, là, il a débrouillé tout ce voyage parce que c'est plein à nouveau de complications. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête parce que le bateau fait Nagoya, port japonais, Seattle, tout se passe bien, puis à Seattle, les Américains bloquent le conteneur. Parce qu'ils ont, au final, un doute. Qu'est-ce que c'est que cette voiture qui fait un tour du monde toute seule? Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de référent, il n'y a rien. Elle a traversé toute la Russie, on veut la voir. Mais sauf que pour faire ça, c'est-à-dire qu'une inspection de la voiture qui est dans son conteneur, ça demande 15 jours de procédure administrative. Donc, ça coûte $1 500 à la charge du propriétaire, bien sûr. Et on rate le 2e bateau et on rate le 3e bateau qui sont payés et perdus, puisque la place, elle a été prévue sur le bateau, le conteneur n'est pas là, le bateau, il part sans conteneur. Donc là, ça a été un peu le commencement des inquiétudes, parce que ça, on ne maîtrise pas, personne, on ne sait pas. Et après tout, c'est le boulot des douanes, ils ont un doute, ils contrôlent. Et on s'est retrouvé avec la voiture bloquée là-bas. Et au total, c'était 1 mois, les 3 bateaux sur cette traversée, ça a pris au final 2 mois. Donc heureusement, on est à Paris, mais il n'était pas question qu'on reparte tant que le problème n'était pas soldé. L'autre problème, c'est que les bateaux suivants seront arrivés trop tard en Alaska, en Anchorage. C'est-à-dire que mi-octobre, là, il peut faire -20 d'un seul coup. Donc, pour ne pas perdre de temps, j'ai fait monter la voiture par camion de Seattle à Anchorage. Tout ça, c'est des imprévus, mais qu'il faut être prêt à gérer ce genre de problème, parce que sinon, le voyage s'arrête, quoi. Et donc, elle a fait 2000 km en partant des États-Unis, en traversant le Canada et en revenant aux États-Unis, en Alaska. Et lorsqu'elle était dans les entrepôts du port, d'Anchorage, dédouanée, là, on a pris l'avion et on était allé la rejoindre et on a continué le voyage. Alors, cette fois-ci, l'Alaska, vous avez poussé jusqu'au cercle polaire. Voilà, ça c'est un point. Il y a quelques spots comme ça dans des voyages qu'il faut pas rater, quoi. Il y a mettre la voiture devant un bâtiment magnifique, c'est l'occasion. Il y a des lieux comme ça, que ce soit le lac Baïkal, que ce soit Hiroshima, que ce soit Moscou, on se dit. Et alors là, quand on voit Anchorage
Fairbanks et le cercle polaire par une route qui est considérée dans les routes de l'impossible, là c'est celle qui monte, on s'est dit on le fait pas, on sait quand même, mais moi je tenais absolument à le faire. Mon fils était un peu réticent au départ, il me dit attends on risque quand même de casser ou de crever, c'est vrai, c'est totalement vrai, mais en même temps ne pas le faire on va regretter. Donc on a fait une journée de piste aller-retour juste pour faire la photo où c'est marqué Arctic Cycle, et là on a fait cette photo, ça a été prodigieux. Tous les moments un peu intenses comme ça sont les meilleurs au final. C'est marrant parce que de l'extérieur on se dit traverser la Russie ça doit être super dur, en fait finalement on a l'impression que le plus dur ça a été de partant d'Anchorage d'aller jusqu'au cercle polaire arctique. C'est le plus risqué parce qu'on est sur une piste, à un moment on a eu une petite tempête de neige, cette piste le moindre problème, il n'y a aucun dépannage, donc ils nous avaient quand même prévenu, quand vous quittez Fairbanks, si vous avez besoin de 20 litres d'essence ou d'un dépannage, c'est $1 400. On fait partir un camion. Et sur cette piste, on ne croise que des très gros camions qui descendent de la base pétrole. Donc il y a un forage au nord. Donc ces camions-là, ils monopolisent la piste. Ils vous voient même pas, quoi. Jeter la voiture sur le côté parce que ces gars-là, ils sont payés autant, donc ils font les allers-retours. C'est le salaire de la peur, quoi. Ils ont des gros monstres là, et puis ils font pas, et la Porsche, ils la devinent même pas. Et puis sinon, on voit que pratiquement c'est que des 4x4, c'est des gros Dodge, c'est des Raptor, c'est des voyages organisés aussi de Fairbanks, on peut faire ça, mais c'est des minibus un peu tout-terrain relevés. Donc on a avec la 928, c'est pour ça que c'est un peu insolite, c'est un peu décalé, mais en même temps c'est tout à fait faisable. Alors, il suffit de pas rouler trop vite et puis la piste est damée, quoi. Après faut pas y aller quand il fait -20 parce que là c'est plus tellement praticable. Mais là ça s'est très bien passé, si ce n'est que on se sent un peu seul, quoi. C'est évident, toujours. C'est ça, en fait la particularité de ce voyage, c'est que très souvent on se dit waouh, là tout va bien, mais on est dans les mains de la voiture quelque part. Même lorsqu'on est sur les périphériques de Tokyo ou de Saint-Pétersbourg, on se dit waouh, si le moteur s'arrête là, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas un téléphone que l'on peut appeler, mais il faut y croire, parce que on est venu pour ça. On a préparé la voiture et puis après elle tient. C'est pour ça qu'elle est quand même totalement magique cette voiture, parce qu'elle a jamais toussé, elle a jamais calé. C'est complètement fou, quoi. Alors vous avez fait des drôles de rencontres pendant ce voyage, notamment j'ai retenu en redescendant d'Alaska par le Canada, vous êtes tombé sur un couple d'expatriés français qui chassaient l'ours. Alors voilà, qui s'approche, c'était, c'est en plein Canada, là, il faisait assez froid, et puis on voit un gros 4x4, un Dodge, je crois, un Ram, qui nous dit « Hello, mais qu'est-ce que vous faites là avec cette voiture ?» Tiens, un couple de Français qui avait carrément changé de vie, qui vivait dans une sorte de mobilo, mais qui était passionné par la chasse, par la pêche, et qui commençait à nous montrer le dernier l'ours qu'ils avaient abattu, elle aussi, la femme. Et là, ils nous ont fait très peur parce qu'ils nous ont dit, mais alors vous êtes équipés là au niveau de la neige ? C'est-à-dire, vous avez des chaînes, des trucs. Je dis, ah non, on n'a pas ça, on a les pneus neige et boue, M+S, mais ça s'arrête là. Ah non, mais faites très attention, la semaine dernière, il est tombé 20 cm dans la nuit. 20 cm. Donc là, elle me dit, là, apparemment, les 3-4 jours qui viennent, c'est froid, mais ça... le matin, le lendemain, on a tracé, quoi. C'était, ça, c'était une rencontre un peu insolite, quoi. Il y en a eu plein sur la route. Il y a eu celui un peu plus bas. C'était un Belge qui battait un record en courant d'Alaska en terre de feu, donc du nord, même au-delà du cercle polaire. Il est parti de Prudhoe, c'est tout en haut, jusqu'à Ushuaia en courant des marathons. C'est-à-dire, quand il part le matin, il fait 42 km. Wow. Et puis derrière, il y a un 4x4 avec une cellule, c'est son épouse, un toy qui est en warning, qui le suit. Et alors parfois il fait pas beau, donc il reste 3-4 jours, il est blessé, donc il attend un peu, mais dès lors qu'il part le matin, donc nous on l'a doublé, on a vu ce 4x4 qui avançait doucement, et puis le gars qui court devant, on s'est dit tiens c'est curieux quand même. Donc on s'est arrêté un peu plus loin pour l'attendre. Et là, c'était un Flamand, donc on a parlé en anglais. Et il dit donc je vais... ça représentait à peu près 500 marathons, quoi. C'est un truc de malade. Et le gars a réussi. Parce que moi, je l'ai suivi après, on est resté... et il a mis 2 ans. Et c'est un record mondial. Donc il a fait tout ça en ne courant que des marathons. Et dans chaque grande ville, il était attendu par d'autres marathoniens qui venaient l'accueillir pour faire les 3-4 derniers kilomètres. Quoi. Voilà. Ouais, on voit des choses insolites.
En Californie, forcément vous étiez en Porsche, donc vous avez essayé de rencontrer Magnus Walker, vous y êtes arrivé. Bah alors c'est mon fils qui a insisté en disant il faudrait qu'on aille le voir. Alors encore une fois, dès lors qu'on fixe un rendez-vous ou autre, ça prend un peu de temps parce que on a un programme. On se dit tiens, si on est à tel endroit, bon, on veut visiter. C'était un voyage quand même d'agrément. Donc on se dit San Francisco, bah on fait 3 nuits, on a ça à visiter. Los Angeles aussi. Bon, si on rencontre quelqu'un, c'est au moins une demi-journée parce qu'il faut y aller, il faut le. Bon. Donc c'était pas sûr, et puis on y est allé à l'improviste. Un soir, ils nous ont dit quel dommage, vous venez de le rater, il est parti faire un shooting comme tous les soirs avec une 911. J'ai dit on peut l'appeler. Ah non, surtout pas, Magnus, faut pas le déranger, faut pas. Ah bon, revenez demain matin. Bah vous êtes gentil, mais on avait 1h15 de bouchon pour arriver là. Enfin bon. Et puis on s'est motivé, on y est retourné, et là il arrive, hey guys! Et là, ça a été extraordinaire, parce que bon, hormis sa collection, sa personnalité, et là, il a été d'une extrême gentillesse. On est resté 1h30 avec lui, et on a tout visité, sa collection, tous ses studios qu'il loue, il nous a donné des t-shirts, et à peine parti, il a dit « massif respect pour le père et le fils », etc. Et depuis, on s'est revu 3 fois, en Europe. Quand il vient faire un happening là, à la Concorde ou aux Invalides, Hi Philippe, il me fait un petit message et 2 fois de suite, il est monté sur le toit de la voiture. Sauf que cette voiture, pour lui, ça lui parle parce que on est arrivé chez lui en sonnant, quoi. Il l'a pas vu là. C'est du concret, quoi. Et en plus, pas prévu, quoi. Ça, j'aime bien. C'est improviste. C'est à l'improviste, quoi. J'ai l'impression aussi que la traversée de la vallée de la mort vous a fait une forte impression. Ah bah c'est magnifique. Il y a 2 points. Sur la partie américaine, la vallée de la mort, c'est magnifique parce que c'est grand. Moi j'adore ces grandes immensités là, ces déserts. Faut quand même savoir la vallée de la mort, c'est quand même relativement safe, quoi. C'est une route goudronnée, on voit que des 4x4 climatisés. C'est la vallée de la mort, certes, il fait chaud, c'est aride, mais si on le fait pas dans les conditions extrêmes, quand il fait très très chaud, là il faisait bon, quand on y était, il faisait 30-35. Le paysage est magnifique, mais on n'est pas au Sahara. Au Sahara, on se perce tout seul, on y reste. Hein. C'est un raccourci, mais la vallée de la mort, c'est l'environnement qui est extraordinaire. Et puis des paysages qui changent. Il y a des dunes parfois. Enfin, c'est des choses. Il y a eu ça. Il y a eu aussi Monument de Vallée. Monument de Vallée, c'est grandiose. On a réussi à mettre la Porsche au milieu de ce contexte pour faire une photo en plein cœur du panorama. C'est un vrai décor de parce film. Que c'est une réserve indienne, il a fallu demander des autorisations. Alors c'est une réserve indienne, c'est des Navarros, pour faire cette photo, ils nous avaient demandé $1000 le premier jour. Donc on leur a dit, écoutez, non, on n'est pas les publicistes, hein, on fait pas la pub de la voiture. Là. Oui, donc ils sont descendus à 500. Enfin bon, ça a été. Et puis le lendemain, on a réussi à faire cette photo sans donner de type, simplement. Bon, on leur a donné un symboliquement, mais on a fait quand même cette photo dans le contexte, c'était extraordinaire. Après, tu as pris un morceau de la route 66 ? Oui, alors ça, c'était un peu pour le clin d'œil. La tarte à la crème. Voilà, on est allé au Bagdad Café, on a mis un flyer, on a fait une photo. Au Cadillac Ranch, j'ai vu. Mais oui, ça aussi. Après, on voulait aussi voir. J'aime bien tout ce qui est un peu conquête de l'espace, quoi. Donc, on est allé à Houston, voir les salles de commande d'Apollo. C'est extraordinaire, ça. Là, après, on est allé à Dallas, après en Nouvelle-Orléans, et puis jusqu'à Miami. Donc, à chaque fois, on en prend plein les yeux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. De Miami, on est descendu à Key West. Ouais, vous avez fait les Keys jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans la même journée, on est parti de Miami, on est descendu en bas à Key West. On est remonté à Miami et on est encore remonté plus haut puisqu'on voulait aller vers Washington le lendemain. Donc on a fait une bonne route. Donc on est allé en fait aux côtés des États-Unis, du cercle polaire au nord jusqu'au sud, qui est le point le plus au sud des États-Unis. Quoi. Vous avez fait les 2 extrêmes. Les 2 extrêmes, oui. Vous êtes revenu à New York via Washington. Voilà. Avec la visite du musée de l'air et de l'espace qui est extraordinaire. Extraordinaire. Là, on a vu la dernière navette spatiale, on a vu le premier Concorde des armées qui est exposé dedans. Donc là, c'était aussi c'était un grand moment, quoi. C'était la veille de l'arrivée, puisque l'arrivée était à New York le lendemain, quoi. C'était le terminus du voyage, avec une première impression un peu spéciale. On était au feu rouge, il était 20h, il faisait nuit, et puis il y a un gars qui se met à côté de nous, qui baisse le carreau pour nous faire signe, et qui nous dit vous avez le droit de rouler ici avec ce genre de voiture ? Et il part.
En gros, la voiture, je sais pas si ça le dérangeait, mais avec notre roue et les stickers, ça a été la première observation. On s'est dit, ah ben non, c'est bien la peine de faire 35 000 km et de se faire recevoir de la sorte, quoi. Mais bon, ça, c'était un... Mais j'ai l'impression, parce que tu m'as transmis pas mal d'articles, de coupures de journaux qui relatent ton aventure, et j'ai l'impression que autant aux États-Unis vous avez été emballé par les paysages, autant vous n'avez pas du tout été enthousiaste par le contact avec les gens en fait. Alors ça n'engage que nous, mais faut voir qu'on est en solo. On n'est pas dans un groupe avec des touristes où là on est content de voir des touristes, de nous montrer des choses. Nous on arrive tout seul, on fait notre plein d'essence, on cherche un resto, on cherche un hôtel, et il y a, si tu veux, globalement, en tout cas j'ai pas ressenti d'enthousiasme naturel. Les Américains, ils sont un peu blasés, quoi. Ils ont des grosses voitures, des gros restos, des grosses canettes de coca, et puis le gars il fait le plein à côté de toi. Moi j'aime bien ouvrir les yeux, être curieux, quoi. Si je vois un vélo avec 4 sacoches, je me dis, le gars, certainement, il vient de Norvège, je vais lui demander, quoi, ça coûte rien. Bon, voilà. Et sur tout le parcours, que ce soit de l'Iran à l'Ouzbékistan, au Japon, les gens, quand ils voient la carte du monde, ils s'approchent, ils demandent, les Américains, pas du tout. On sent qu'ils s'en foutent, quoi. Il y a un côté indifférent. Sur la route, on est plus... on n'est pas dans leur moule, quoi. Ils sont en cruise control. Donc il n'y a pas eu cet échange. Quand le gars vient de parler, enfin c'est ce que j'ai ressenti, quand il vient de parler, c'est qu'en fait il a envie de parler de lui, quoi. Il va t'expliquer qu'il en a une il y a 10 ans, il commence à te sortir les fauteuils, la couleur de ses fauteuils et tout, mais bon, ok, on est en solo, nous on roule, mais il va pas te dire, et vous ça se passe bien, vous faites quoi? Ils sont non mais tu sens que c'est pas dans leurs habitudes, quoi. Voilà, c'est notre ressenti. On a quand même fait 18 000 km aux États-Unis, donc voilà, c'est pas, il y a un côté où ils sont pas curieux, je pense. On arrive dans un hôtel au fin fond du Turkménistan, le gars il sort, il va regarder la voiture, il dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça là? Les Américains ils s'en foutent, vous êtes d'être français, très bien, mais ça c'est pendant les 2 mois côté américain, on n'a pas eu cet échange ou cet œil qui brille dans les gens qui ont envie de savoir. Moi, j'aime bien découvrir, quoi. Bon. Mais c'est comme ça nous a pas... Alors, on en a vu quand même, on a vu des passionnés, plus au Canada, par exemple, de Club 928, qui nous ont organisé une journée complète avec tout le staff. À Vancouver, c'est ça? À Vancouver, c'est ça. Très à Vancouver, Vancouver fantastique. Le président du club avait 928, il a organisé, il avait lu qu'on avait eu un problème en Russie avec le filtre à essence qui avait une impureté qui a bloqué la pompe, donc on l'avait changé. Bon, il nous a offert un filtre à essence signé des membres et puis un drapeau canadien. Enfin voilà. Non, c'est des fous. C'est-à-dire que il y avait une phrase qui nous a marqué dans la soirée avec ces gens. Il y a leur chef mécano du club là, ils étaient venus avec une dizaine de 928. Nous a dit, et ça, honnêtement, ça fait plaisir, parce que c'est pas l'objectif, mais nous, c'est un voyage personnel, on se fait plaisir avec une voiture qu'on aime beaucoup, ça s'arrête là, quoi. Et il nous a dit, vous nous rendez fiers de nos voitures. En gros, le fait de la mettre comme ça sur les routes et de faire un tour du monde, et moi, je suis très proche du Club 928 en France, qui nous ont également supportés, qui ont participé aussi, qui étaient très présents au départ, à l'arrivée, et encore, on se voit régulièrement. C'est vrai que ça a permis indirectement de remettre un peu la 928 dans la lumière, quoi, parce que cette voiture, grâce aux articles de journaux ou à ton émission comme aujourd'hui, j'ai toujours entendu dire, oh la 928 c'est un gros char, c'est toujours en panne, ça consomme beaucoup. Ça c'est des conneries, parce que c'est une voiture en bon état, que de la 2 chevaux à la 928, elle va très loin. Le problème de la 928, c'est une voiture compliquée, les pièces sont relativement onéreuses, donc souvent pas forcément bien entretenues, donc cette réputation de la voiture, quand tu démarres, t'as tous les voyants qui s'allument et puis il y a des problèmes. Au final, si on cumule tous les voyages qu'on a fait, on a roulé 64 000 km avec cette voiture, il n'y a pas une seule panne. Bon, on peut prendre n'importe quelle voiture moderne, j'entends parler, il y a toujours un problème de la carte machin, le truc, voilà, quoi. Donc c'est une voiture quand même magique. Et ça, c'est super, parce que aux États-Unis, bon, la 928, elle est connue,
Mais en France ou en Europe, c'est ça que j'apprécie, parce qu'on se rend compte que ça la remet un petit peu dans sa vraie valeur, quoi. C'est une auto qui était extraordinaire pour l'époque, qui a été décriée pour plein de raisons, mais parce qu'on l'a assimilée à la remplaçante de 911, ce qui n'a rien à voir. C'est une GT avec un gros moteur à l'avant, comme une Panamera de l'époque, quoi. Mais au final, c'était une voiture très très performante, confortable, technique, mais qui a pas eu, à l'époque, je trouve, qui a pas eu... bon, en tout cas, peu importe, moi, cette voiture m'a toujours emballé, donc quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça tellement incroyable, futuriste. Pour moi, une voiture, c'est un moteur, quand même. Faut que, là, quand on voit ce V8, celle-là fait quand même 330 chevaux, 275 chronos. Bon, c'est une voiture qui est quand même d'une robustesse et d'une tenue de route. C'est une autoroutière, évidemment, donc faut pas la mettre autour de Corse ou sur une course sur la corniche entre Cassis et Menton, quoi, c'est sûr. Voilà. Moi, ce que je retiens surtout, c'est non seulement effectivement vous n'avez pas eu de panne, mais vous n'avez même pas eu une crevaison. Pas de crevaison. C'est incroyable. C'est incroyable, et ça reste... alors j'ai été très bien conseillé par un ami, Philippe, qui était distributeur de pneus, qui m'a dit il faut mettre ces pneus. J'étais sûr, il me dit oui, tu mets du Pirelli M+S. Je dis bon, bah écoute, ok. Et on est parti sur l'Iran, on a fait quand même des très très mauvaises routes là sur le Kazakhstan, sud du Kazakhstan, il refaisait une partie de la route, donc c'est un chantier de 6000 km, voire rarement ça, avec des tronçons de, je crois, 80 km, donc on avait 80 km de bitume, neuf, et d'un seul coup on quittait le bitume, on descendait sur une piste faite au bulldozer, et là on roulait pendant 80 km, mais à 15 km/h, avec des Lada qui nous doublent en disant mais pourquoi ils roulent pas plus vite, ils ont l'air d'avoir une voiture de sport, et on n'a pas eu une crevaison. Donc évidemment, autour du monde, j'ai remis les mêmes pneus, et puis elle a toujours été équipée en Pirelli M+S. Et depuis un an quasiment, avec Pirelli France, on est devenus très, très proches. Ils m'ont demandé de venir récemment, au mois d'octobre, faire une présentation, une journée au siège, pour montrer à tout le staff la voiture et expliquer les bienfaits et la solidité de ces pneus, parce que honnêtement c'est primordial. Si on crève tous les 4 jours, le voyage devient une tannée, quoi, une galère, et puis on trouve pas les pneus comme ça en Ouzbékistan ou en Mongolie, donc il faut être... Et donc on a 2 roues de secours qui sont neuves. La route qui est sur le toit a vu 39 postes frontières. C'est le pneu d'origine. Ouais. Ce podcast n'était pas sponsorisé par Pirelli. Non. J'ai une autre question Twitter de Jean. Dans quel pays la 928 a-t-elle été le plus à l'aise ? Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais elle a été à l'aise partout, dès lors que c'était une route goudronnée qui donnait parfois l'envie de rouler très vite, parce que on a quand même par exemple au sud Kazakhstan, dans la partie de la route neuve, pas dans la partie qui était en travaux, on a vu des lignes droites de 30 km par exemple. On avait pigé le compteur pour être certain, et donc là on avait envie là c'est sûr qu'elle était très à l'aise. Maintenant elle était autant à l'aise sur les autoroutes au Japon, où là on roule pas vite du tout. La transsibérienne, très souvent, c'est quand même des grandes lignes droites, mais il faut rester méfiant, parce qu'il peut y avoir un trou. Et plus on va vers l'est, et plus il fait froid l'hiver, donc ils doivent réparer cette route chaque année, et les trous là-bas, là c'est pas le nid de poule, c'est-à-dire que quand ils font un trou, ils le délimitent avec de la peinture. Après, on voit un peu plus loin, ils ont creusé. Alors ils mettent un cône devant, le cône il disparaît avec les camions qui le foutent en l'air, et puis à la fin on arrive sur un trou qui est fait 1 mètre de long, 40 cm de large et 50 cm de profondeur. En fait ils ont exploité au maximum pour bien le remplir après et le refaire, pour pas que ça craque. Donc là on tombe dedans, c'est fini, le voyage s'arrête. Donc quand bien même la route est belle, si on aperçoit quelque chose, faut tout le temps être prêt à dégainer à droite ou à gauche, et parfois c'est difficile parce qu'il y a plein de camions, si c'est proche d'une grande ville, voilà. Mais elle a été à l'aise, et même sur les pistes où on ne roulait pas fort, il n'y a pas eu de roues desserrées ou d'amortisseurs qui partaient, la voiture est restée... Mais son terrain quand même de prédilection, c'est les grandes routes.
Alors ces derniers temps, c'était un peu compliqué de voyager, mais tu as quand même réussi à faire un dernier petit raid jusqu'en Islande, Exactement. Alors, tout récemment, là, l'année dernière. c'était au mois de juillet là, 2021, donc alors même j'avais dit la voiture repartira pas, elle a été tellement magique cette voiture, maintenant il faut la respecter parce qu'elle nous a tellement donné. Et bah ça a été plus fort que moi et bon, mes enfants maintenant étant tous les deux mariés, un papa, enfin donc j'ai relancé un très vieux copain et qui m'a tout de suite dit où tu veux quand tu veux. Je dis écoute voilà. On va aller prendre l'air, la voiture est prête, on fait une bonne révision, vidange, bougie et pneus neufs et on part quoi. Et on est parti sur l'Islande. Pareil, c'était un peu une préparation parce qu'il faut prendre le bateau pour y aller avec sa voiture. Le bateau part du nord du Danemark, il y a 2 jours de mer, 2 nuits à bord, escale aux îles Féroé. Et puis là, on a fait le tour de l'Islande. Alors, on n'est pas allé sur les pistes compliquées, c'est comme la Mongolie, il y a des pistes extrêmes. Là, c'était pas le but. Il y a une route qui ceinture toute l'île. National One, là, donc ça a été un voyage fabuleux. On a fait 5000 km au total, mais avec des conditions qui sont très bonnes parce que la route est très bien goudronnée. On est en Europe quand même, on peut payer en euros, en carte. Bon. Et puis il y a des paysages de malades, quoi. On dit que c'est un morceau de lune sur la Terre, mais c'est réellement ça, quoi. Des glaciers, des cascades, et puis la voiture qui a vu son 39e pays, quoi, en fait. Donc ça, c'était un super voyage, de très belles rencontres de Porschistes. Le club Porsche classique à Reykjavik que j'avais contacté préalablement, qui nous ont organisé une journée complète, qui nous ont fait rencontrer par hasard le photographe de Porsche Allemagne, qui est le référent, qui fait tous les grands, et qui était là pendant 3 semaines pour faire un livre. Et donc, on a passé une journée ensemble. Il a fait du shooting de la voiture dans tous les sens. Donc voilà, tout ça, c'était pas du tout prévu non plus. On devait se voir peut-être pour un dîner, et au final, on y sera encore, parce qu'il y a vraiment des passionnés, partout. Alors je pense qu'on peut dire que tu as une expérience assez inégalée de la moto sur 4 roues. Alors si l'un de nos auditeurs voulait se lancer à son tour dans un trip dans ce genre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Au moins les 2 P, c'est-à-dire la passion et la préparation, avant de démarrer. Parce que sinon, il y a quand même des étapes parfois où on s'est dit waouh, on rentre dans un plan galère, quoi. Si jamais on a été refusé au Turkménistan par exemple, ils nous ont demandé une invitation que l'ambassade ici ne demande pas, ils nous ont dit on sait mais nous on décide ça, on fait ce qu'on veut, donc on est resté bloqué 5 jours dans un hôtel. Bon, donc faut pas craquer en disant tant pis, je rentre en avion, il y en a marre, ou l'histoire du container, mais qu'est-ce que c'est que ces galères, tant pis, je ferai revenir la voiture plus tard. Donc voilà, il y a ça, donc il faut vraiment que ça soit une passion et une vraie préparation, parce que sinon on se heurte à des problèmes d'organisation, de logistique, de mauvaise préparation, quoi. Il faut vraiment qu'on ait tout, plus ou moins tout verrouillé. Après, par exemple, il faut prendre les adresses de toutes les ambassades, les contacts. Il ne faut pas attendre d'être au bord de la route pour avoir un problème. Tous les garages possibles, les concessions, mettre ça sur une clé USB, scanner tous les documents, se les envoyer par mail, comme ça on les retrouve partout. Enfin, il faut sauvegarder les photos. Il faut se dire, tiens, les photos et vidéos, c'est très vite de se faire soit casser du matériel, soit se le faire voler. Donc, chaque soir, moi, je copiais tout sur 2 disques durs, ce qui fait que quoi qu'il arrive, si la voiture prend feu, on saute de la voiture, mais j'ai le sac avec mes cartes d'origine. Si on pille la chambre pendant qu'on dîne, je les ai avec moi autrement. Si on me braque mon sac dans la rue, j'en ai une sauvegarde dans la voiture. Donc, voilà, il faut vraiment se mettre à tête reposée et essayer, step by step, de remplir les cases, quoi. Et puis après, il faut le faire à son rythme. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire, tiens, je vais partir très loin. On a autant de plaisir, je pense, à aller en Croatie ou en Autriche tout seul avec une Acadiane et en dormant dedans. Et puis se dire après, tiens, si ça me plaît, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je peux aller à Istanbul, puis d'Istanbul, pourquoi pas en Iran quand ils vont rouvrir. Enfin voilà. Donc il faut que ça soit quand même une motivation et pas de dire... Ou alors il faut faire ça en test pour voir ce que ça donne, et puis après ça plaît ou ça plaît pas. Le copain en Iran, il a repris ses études de médecine, je suis sûr qu'il n'est jamais reparti dans une voiture à l'étranger, quoi. Ça a été la goutte de trop, là, c'est sûr. Est-ce que tu as une idée du budget pour faire un tour du monde comme tu l'as fait ? Alors j'ai plus qu'une idée, parce qu'il a fallu quand même payer tous les différents postes. C'est-à-dire que
sur un tour du monde... Je parle pas de la préparation de la voiture, voilà, je parle hors vraiment... préparation, voilà. parce que ça soit une Twingo avec 2 roues de secours, et elle ferait aussi bien le travail et la route, mais elle coûterait moins cher en préparation. Bon, il y a celui qui va prendre un Land Rover neuf, ou un Land Cruiser, ou je sais pas, bon, après, chacun a fait avec sa monture, hein, mais il faut savoir que le premier poste, il sera aussi cher pour un tour du monde si c'est une 2 chevaux ou une Porsche moderne, c'est la traversée maritime. Donc, dès lors qu'on en prend un bateau, il y a un gros coût, ça c'est sûr. Si on part de France, qu'on va quelque part et qu'on revient, c'est quand même beaucoup plus maîtrisable en budget. Et à ce moment-là, le premier poste, par exemple pour l'Iran, ça a été l'hôtel. Ouais. Quand on passe 70 nuits dans un hôtel, et moi, bon, j'ai pu je me vois pas camper, même si on avait du matériel au cas où, on tombe en panne dans le bush, hein. Mais donc, si on fait X nuits, une nuit, c'est au minimum une centaine d'euros, parce que on met pas la voiture dans un endroit paumé, donc on va aller dans un hôtel plutôt parce qu'on n'a aucun, quand même, le confort, c'est super important, là. Le soir, honnêtement, on profite, quoi. On est là dans un hôtel, il y a une bonne douche. Attention, on a dormi dans des fois les tout petits hôtels, on a dormi dans les yourtes, mais on n'est pas allé sonner chez l'habitant, c'était pas le but du voyage, quoi. Donc ça, c'est un poste, il y a l'essence. Bon, faut quand même voir qu'entre une 4L et une Porsche, c'est pas la même conso, même si la Porsche en roulant dans ce genre de voyage consomme pas énormément, parce que c'est une moyenne, le tour du monde c'est 4500 litres, voilà, en gros, hein. Ouais. C'est une moyenne de 12 litres, on roule pas fort parce qu'on fait attention, hein. Et puis après il y a le poste du bateau, quoi. Donc tout ça, c'est sur le tour du monde, ça s'ajoute, quoi. Donc c'est quand même quelques dizaines de milliers d'euros pour un voyage comme celui-là, qui représente 3 mois sur la route, 3 mois sur les océans pour la voiture, et puis les retours avions. Parce que quand on est au Japon, que la voiture part, il faut rentrer à Paris. Et là, on ne prend pas les billets à l'avance, parce qu'on prend les billets quand la voiture est dans le conteneur. Et quand la voiture est en Alaska, c'est pareil, on prend les voitures dès qu'elle est dédouanée, on prend les billets à ce moment-là seulement. Donc, c'est beaucoup plus lourd à gérer d'un point de vue financier quand il s'agit de faire un transcontinent où on change de continent avec la voiture. Voilà. Si on va jusqu'à Vladivostok et qu'on revient par la route et qu'on prend un véhicule, ça peut être un fourgon, hein. Je connais un jeune qui l'a fait. Moi, je suis heureux parce que ça soit avec des petites voitures, des grandes voitures, il y a tout un tas de personnes en fait avec lesquelles je suis en contact qui m'ont dit excusez-moi, je pourrais, et moi je suis toujours partant pour ça. J'en connais un qui est parti avec un fourgon Citroën, il dormait dans son fourgon, il arrivait à Vladivostok et il est revenu à Paris. Et son fourgon, il consomme en diesel, il dort dans la voiture, et souvent il mangeait simplement chez l'habitant, voilà. Donc ça, c'est plus du tout le même budget. Donc encore une fois, c'est pas le budget qui bloque le voyage. Celui qui part avec un classe G Mercedes, qui dort que dans des grands hôtels, et qui met à la limite sa voiture en fret aérien, parce qu'on peut le faire aussi, hein, mais là ça va être 15 000 euros le voyage. Bon, il va le faire de la même façon, mais à la fin, ça va être 4 fois plus cher. Donc tout est, encore une fois, passion, préparation. Quoi, voilà. Est-ce que tu as réussi à trouver des sponsors pour ton aventure ? Alors, non, je ne peux pas parler de sponsors, je peux parler de partenaires. Par exemple, le premier voyage, il y a plein de stickers sur la voiture, et on n'a envoyé aucun dossier. Donc, les 95% de ces stickers sont des copains qui me disent « Ah, ça me ferait plaisir, ça. » Y compris la société où je travaille, le transitaire, là où travaillaient mes fils, un copain. Enfin, chacun m'a dit « Attends, c'est quoi, on peut mettre un sticker ?» Je dis « Mais il n'y a pas de prix. Si tu me donnes 50 euros, 500 ou 50 000, je prends. Mais ça sera, le sticker ne sera pas en fonction du prix. » Voilà. Il n'y avait qu'un partenaire officiel au départ, c'est Motul, les huiles. Je les ai rencontrés à un salon rétromobile, et il y avait une 300 SL qui avait couru la Panamérica, puis on parle un petit peu et je leur explique, et le responsable à ce moment-là qui était sur le stand m'a dit « J'adore ce genre de projet, rappelez-moi lundi ». Et en fait, ils nous ont donné toute l'huile, mais même au-delà, on en avait même pour le retour, etc. D'où les stickers Motul. Voilà. Après, sur le tour du monde, ma Porsche a été Porsche France, avec Marc Wayoun, le patron de Porsche France, qui a découvert ce voyage, que je les avais contactés, mais fallait-il encore le revenir pour leur en parler. Il a complètement flashé, on est devenus des super amis, et donc là, au deuxième voyage, à 3 semaines du départ, il m'a dit « Philippe, viens, je t'ai trouvé un petit budget ». Je dis « Mais je t'ai rien demandé ». Il me dit « Oui, je sais bien, mais ça me fait plaisir ». Et du coup, c'est voilà. Donc là, Porsche nous a donné une aide matérielle, mais le voyage était quand même autofinancé, sinon on ne serait jamais parti. Celui qui dit « Ah, j'ai pas pu partir parce que j'ai pas eu de sponsor »,
Ça, c'est... Oui, bon, d'accord, dans ce cas-là, on aurait tous été sur la Lune, quoi. Ah, j'ai pas pu voyager parce que la place était prise, quoi. Non, il faut partir. Après, s'il y a du plus, c'est un bonus, ça permet de dormir dans un meilleur hôtel ou de continuer le voyage un peu plus loin, mais honnêtement, c'est... Quand je vois des fois, j'entends des copains ou des gens qui me disent « Ah tiens, je vais chercher les sponsors », je dis n'attends pas qu'après les sponsors, parce que sinon tu risques de pas partir, quoi. Faut pas, on n'est pas en compétition. L'image, elle est fabuleuse, mais avec par exemple la Porsche, il y a une grosse communication. Porsche France, énormément. Le centre de Porsche à Roissy, on est très amis, ils prennent la voiture, mais ça c'est un bonheur partagé. Porsche Stuttgart a fait venir la voiture en Allemagne, au Nürburgring, pendant une expo de 3 jours avec Magnus Walker. Ils m'ont invité sur un rallye avec Porsche Museum. Mais ça, c'est parce qu'on a fait ce tour du monde. Je leur ai pas dit, ils m'auraient peut-être même pas répondu, quoi, voilà. Donc je crois que les sponsors, c'est un plus. Si on peut en avoir, tant mieux. Et là, pour le tour du monde et pour même pour l'Islande, on a eu, par exemple, les huiles. Motul, à chaque fois, nous a donné les huiles. Kony aussi, les amortisseurs, moi je les avais équipés en Kony, mais quand ils ont vu ça, ils nous ont aidés sur le 2e voyage. Et puis Pirelli, au 3e voyage, on dit mais c'est incroyable, c'est vos pneus. En fait, il y avait une com qui a été faite sur leur site, sans que je le sache, et ça y est toujours. Donc ils m'ont dit mais c'est fabuleux, donc on va vous aider, voilà. Mais si j'avais dit tiens, j'attends des aides de chacun, la voiture serait restée au garage. Alors je vais te poser une question qui va peut-être te paraître un peu indiscrète, mais comment tu fais pour mettre ta vie professionnelle entre parenthèses pendant des mois d'affilée comme ça? Alors, faut un peu de chance. Faut déjà, d'un point de vue familial, moi j'ai une épouse qui est formidable parce qu'elle accepte ça. Je lui en parle, alors ah oui, mais bon, d'accord, mais elle sait que dès lors qu'on en parle, ça va se faire. C'est pas un caprice, tiens, et pourquoi pas. Donc, ayant elle-même participé à des voyages, elle a fait Cap Nord, elle a fait un mois au Sahara avec moi dans ma Transafrique. Bon, il a fallu gérer ça d'un point de vue familial, mais c'était possible, parce qu'en même temps, on le faisait avec mes fils, donc même elle trouvait ça fabuleux. C'est pour moi, en tout cas, c'est une expérience ou comme une forme d'éducation de rêve, parce que c'est en plus mes fils qui me l'ont demandé au départ. Donc, voilà. Et puis après, il faut dans une activité. Moi, je suis pas indépendant, donc, mais je travaille dans un groupe où le président est un passionné de voyage aussi. On voyage ensemble beaucoup sur l'Afrique. On est dans une trentaine de pays dans le cadre du shipping, des assurances des gros bateaux. Et il a suivi ça avec passion. Le premier voyage, je le connaissais pas encore quand on a fait l'Iran. Et lorsqu'on a préparé le tour du monde, lorsque je lui en ai parlé, il m'a dit ça me ferait tellement rêver de le faire. Évidemment, donc j'ai pris 3 mois de congé sans solde. Donc ça reste encore une préparation, parce que dans un budget, il faut savoir que non seulement un voyage coûte, mais quand même pendant 3 mois je rapporte rien, enfin j'ai pas de salaire, quoi. Voilà. Donc c'est quand même, j'ai pas fait ça à 20 ans. À 20 ans, je partais avec ma 4L en Iran, on campait, on avait des boîtes de conserve dans la voiture, et puis j'avais travaillé 1 mois, mes parents m'avaient un peu aidé, c'était du bricolage, mais ça tenait. Là, c'est quand même un budget, je suis toujours en activité, donc il faut... après, il y a des activités où ça serait peut-être pas possible. Et puis quelqu'un qui est en libéral va fermer son activité ou va mettre un remplaçant en disant c'est maintenant ou jamais. Voilà, il y en a, il va s'acheter un voilier, puis là il va faire un tour du monde, il met tout. Voilà, faut vraiment être encore une fois très motivé, quoi. Voilà. Mais dès lors que j'en parle, et quand j'en ai parlé d'un point de vue à la fois familial mais à la fois professionnel, c'était pas est-ce que je peux, parce que sinon ça aurait été trop compliqué, quoi. Pour moi c'était pas envisageable de ne pas le faire. Voilà. Comment va la 928 ? Elle a combien de kilomètres d'ailleurs maintenant ? Alors maintenant, la voiture, elle a 230 000 kilomètres. Donc je l'avais achetée, elle avait 100 000. Et sur ces 130 000 kilomètres qu'elle a, en gros, il y a eu la moitié, parce que précisément, c'est 64 000 kilomètres qui ont été parcourus en dehors de la France à travers ces 3 voyages. Donc elle est en pleine forme, là. Elle est rodée. Je pense elle est certainement prête à repartir. Mais bon, faut y penser, quoi. J'ai encore une question Twitter du Novichok de United, il se reconnaîtra. Qu'est-ce que tu penses de la 911 Safari ? Ce serait pas mal ça pour faire des belles expéditions aussi. Alors la 911 Safari, c'est le summum. C'est-à-dire que quand tu vois la garde au sol de cette voiture, l'histoire de cette voiture, son palmarès, c'est quand même c'est le summum. Alors là, je pense que là, on n'est plus du tout dans les mêmes budgets, parce que même
Je connais des copains qui rêveraient éventuellement d'en préparer une, c'est faisable. Mais là, on part quand même comme dans une préparation certainement très coûteuse, parce que le prix de base n'est pas le même qu'une 928, quoi. Alors après, une préparation de 928, ça équivaut au prix de la voiture, hein, faut pas non plus se tromper. Mais la Safari, c'est sublime. C'est d'abord le look, c'est terrible. Mais voilà, bon, moi je resterais sur la 928, mais un voyage à deux voitures, une 928 et une 911 Safari, là, ça aurait beaucoup de gueule. Il faudrait un photographe dans un Cayenne à côté. C'est clair. Ben, en plus, ils sont en train de préparer une nouvelle 911 Safari. Donc, non, mais ça c'est pas mal. Ah, c'est complètement, ouais. Bon, j'imagine que tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. T'as peut-être d'autres projets qui te traînent, trottent dans la tête, non ? Oui, il y a toujours des idées qui vont se transformer, j'espère. Il y en a deux, trois. Je remonterai bien au Cap Nord pour... là, c'est relativement simple. Hein. C'est de la route, c'est 10 000 km, comme on l'avait fait en 4L. Repasser le cercle polaire en Finlande, l'ayant passé en Alaska, il y aurait un pendant là qui est sympa. Et puis, il y a deux grandes destinations qui me feraient rêver. C'est l'Australie, traverser l'Australie. Ça, c'est relativement jouable au niveau timing, parce que c'est 1 mois à peu près, mais d'un point de vue préparation, logistique, coût, c'est presque autant qu'un tour du monde, parce qu'il faut emmener la voiture en Australie, c'est extrêmement cher, il faut y aller après en avion, il faut un carnet de passage en douane aussi, donc pour faire 7000 km, parce que moi l'idée, ça serait de partir du nord de Darwin pour rejoindre Sydney, avec un petit crochet, il y a un bateau par jour pour aller voir la Tasmanie de 3 jours. Un voyage comme ça, sur place, 1 mois ça irait, mais tous les à côté pour l'organiser sont extrêmement importants en coût. Voilà. Mais bon, il faut garder toujours ça dans un coin, un dossier en cours de préparation, au cas où, voilà, ça se présente. Et puis, un très grand voyage que j'aimerais faire, c'est descendre jusqu'à Ushuaia. Ah oui. Alors, en partant d'où, le rêve, c'est de partir à la fois d'Alaska et redescendre jusqu'à Ushuaia. Alors, c'est un voyage compliqué parce qu'au Panama, la route est coupée. Hein, il y a un trou au milieu. La forêt derrière. Donc là, il faut... alors, peut-être le faire en 2 phases, quoi. Alaska, Panama. Et puis après, reprendre la voiture quand elle est de l'autre côté, en Colombie, et descendre à Ushuaia. Ou faire que la partie sud-américaine. Enfin, voilà. Mais... en fait, après le tour du monde, je m'étais dit, cette voiture, faut pas la remettre sur la route. Et je me vois pas partir avec une autre voiture. Je me vois partir avec le Defender ou préparer une voiture, un Cayenne, bien sûr. Ça mais n'aurait pas la même saveur. Là, là quand je vois le bonheur qu'on a reçu avec la voiture, de la voir comme ça dans les paysages et tout ce que ça représentait dans le milieu de l'auto, Porsche et tous les passionnés d'auto, parce que on vient me parler et on n'a pas fait ça pour ça, encore une fois, c'est un voyage perso et ça donne vraiment, je vois dans les yeux des gens le plaisir de se dire waouh, c'est-à-dire que ça c'est faisable. C'est pas un pilote de course, c'est pas un pilote de rallye, mais néanmoins il est parti de chez lui avec ses fils, quoi. Donc pourquoi je pourrais pas le faire? Et c'est complètement ça, quoi. Et là maintenant cette voiture, vraiment la mettre sur les routes, bon on la connaît bien, quoi. Donc, elle a pris soin de vous en plus. Voilà. Ah bah oui, c'est un membre de la famille sans aucun doute. Donc il faudrait refaire une grosse préparation si c'est un long voyage, mais c'est tout à fait possible. Et puis ce voyage, faut quand même voir que ça m'a aussi amené des contacts qui me faisaient rêver. Depuis tout jeune, parce que moi j'ai suivi tous les Dakar depuis le premier prologue, et on était devenus très copains avec Hubert Auriol, qui est décédé malheureusement l'année dernière, et René Medge. Alors c'était, on a fait un livre sur ce voyage qui était en français et en anglais. Le soir du lancement de ce livre, un copain est venu avec René Medge. Donc j'ai dédicacé le bouquin à René Medge. C'est un truc de malade. Le monde à l'envers. Voilà, il a gagné quand même 3 fois le Dakar, on range, on porte. C'est fou, quoi. Donc ça. Voilà. Et puis Hubert Auriol, on s'est vu sur un salon de l'aventure, et puis 2 mois après, il me rappelle, parce qu'il avait un projet de tour du monde en voiture électrique, et on s'est vu plus. C'est extraordinaire. C'est des gens que j'ai vus avec mon appareil photo dans les bourbiers, dans les prologues à Olivet, quoi. Voilà. Ça, rien que pour ça, ça n'a pas de prix, quoi, au niveau du bonheur. Hein. Philippe, d'habitude, je conclue ces podcasts avec 3 questions rituelles, qui sont vraiment centrées sur l'auto. La première, c'est est-ce que tu vas régulièrement sur les sites d'annonces automobiles? Et si oui, c'est quoi ta dernière recherche? J'aime bien celle-là.
Alors oui, parce que ça c'est les voitures loisirs dont on a parlé. Et puis en voiture, moi j'adore le Range Rover, donc j'en ai eu 3. Et donc là, je regarde régulièrement les annonces pour... j'ai eu 2 L322 dans celui que j'ai actuellement, le TDV8. Et je regarde les annonces de celui qui succédera à celui-là. Donc c'est pas le tour d'année qui vient de sortir, bien sûr, mais je regarde les L405 pour me tenir au courant, de voir, voilà, les prix baissent, les équipements, voilà, je suis toujours en recherche. Et puis il y a des voitures, alors ça c'est juste pour il y a 2 voitures qui me font complètement rêver, mais que j'achèterais, je pense, en tout cas une pas, mais je regarde toujours les cotes. C'est pour moi le Graal de la voiture dans tout ce qu'elle représente, c'est la Rolls Phantom. Je trouve ça complètement dingue avec son V12 BM. Donc cette voiture, à une époque, j'avais prévu un tour du monde à bord d'une voiture comme ça, sponsorisée par la société où je travaillais, avec des capitaux du Moyen-Orient, et on était vraiment, ça les avait fait flasher, une voiture, une fantôme blanche qui ferait une boucle, un peu comme la 928. C'est totalement possible. Hein, c'est quand même une usine à gaz. Hein, c'est une usine à gaz, voilà. C'est risqué quand même. Voilà. T'es pas sûr de terminer. Et puis moi, je suis un adorateur des 4x4, mais d'humeur, le seul, le H1, quoi. Donc je regarde toujours des annonces de H1 pour voir. Il y en a pas beaucoup en ce moment, il y en a que 5 sur la 130, mais je regarde, voilà. Ça c'est... Là, on est dans l'inutile, hein, entre le H1 c'est inroulable. C'est inroulable, mais quelle gueule et quel engin, parce que j'aime bien les vrais tout-terrain, quoi. Ah bah là, on peut difficilement faire plus vrai que donc ça. Ça, je regarde, parce que... voilà. La deuxième question, Rituel, c'est quel est ton meilleur souvenir de road trip? Enfin, on a passé 1 heure à en parler, donc je pense qu'on peut passer à la question suivante. Je pense pas que tu auras un meilleur souvenir de road trip que ce tour du monde. Non, c'est comme me dire le meilleur pays, mais c'est l'ensemble. En fait, l'image, si je vais te donner une image, c'est l'écran de la voiture, le pare-brise de la voiture, c'est un écran de cinéma. Et ça déroule, et on voit des choses, on voit Monument Valley, on va voir le lac Baïkal, on va voir Persépolis en Iran, voilà. Et tout ça, ça déroule derrière un écran. Donc l'image, le souvenir, c'est que cet écran, il nous amène des paysages de dingue, et il nous a amené 39 pays quand même, hein, donc derrière le même écran. La troisième question, c'est celle du garage idéal. Sans limite de budget, tu as droit à 4 voitures. Faut quand même que ça s'intègre un peu dans ton mode de vie. Vas-y, open bar. Alors, humeur H1, en dehors de ce que j'ai actuellement, hein, parce que moi j'ai 3 voitures de passion là, mais c'est on 4 crée voitures. Un nouveau voilà. Non, c'est 4 voitures. Tu as droit à 4 voitures. Point. Alors, hors de ce que j'ai, en comptant celle que j'ai, alors là, si on a que tu gardes, il est rempli. Oui. Non, il est rempli. Ah bon, alors vas-y. La boîte à jouets, elle est remplie, puisque moi, dans chaque secteur, j'ai ce que j'aime. C'est-à-dire que la Jaguar Mark II, pour moi, c'est ce qu'on appelle la Sport Saloon, mais voilà, j'adore cette auto. C'est le 3 litres 8, 220 chevaux, boîte méca, roue à rayon. Alors, la Jaguar Mark II qui est au garage, la Porsche 928. Ouais. Le Land Rover Defender, parce qu'il représente, c'est comme une famille, tous ceux qui ont des Landes se disent bonjour, quoi. Et moi j'ai fait beaucoup d'Afrique en 4L, mais pour mon boulot, j'ai vu 39 pays d'Afrique aussi. Ouais. Eh bien, le Land Rover, c'est quand même le vaisseau du désert, quoi. Donc le Land Rover, le Defender, et puis alors en 4e, je pourrais mettre ma 4L, mais là ça veut dire que j'ai les 4 voitures qui m'ont amené du bonheur. Maintenant, si je devais créer un autre, ça serait une Phantom, un H1, une Jaguar Type D, et puis déjà c'est bien 3. Bon, je vais partir du principe que tu as déjà ton garage idéal. Ah oui. Comme ça, c'est bien. Et d'ailleurs, tu es le premier, en fait, en 36 épisodes, à avoir son garage idéal. Ah oui. Déjà constitué. Et la dernière question, en général, c'est la plus dure. Si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle ? Sans aucun doute, 928. Sans aucun doute, parce que elle allie tous les... La Mark II est compliquée, c'est une voiture, par exemple, il n'y a pas de DA, il n'y a pas de direction assistée, c'est une voiture quand même de conception, elle est de 1962, enfin bon, la 928, elle est quand même, la mienne est de 89, mais c'est une voiture moderne. Oui, tout à fait. Il y a une reprise extraordinaire, il y a un silence, il y a une ligne qui est un peu intemporelle. On ne croit pas que cette voiture a plus de 30 ans. Elle était quand même en avance. Elle freine extrêmement bien. Enfin, c'est
bon, c'est une 2 places, certes, mais au départ, c'est quand même une 2+2. Là, demain, on me dit, tiens, traverse la France, le Range ou la Porsche, c'est la même chose. Alors que c'est pourtant une voiture qui est Youngtimer. Non, sans problème. Philippe, je te remercie infiniment. Alors, on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Oui. Philippe Delaporte. Alors, tu as une page Facebook aussi ? Sur une page Facebook. Je suis plus sur Instagram où je fais un mélange. Moi, j'adore les photos, les portraits que j'ai pu prendre à droite à gauche ou des paysages. Donc, je fais un mixte entre les voyages, principalement avec la Porsche, mais j'ai remis aussi des photos avec la 4L dans les différents pays. Et donc, des portraits ou des choses insolites. Donc, voilà, ça, c'est Instagram, Philippe Delaporte. Et puis, il y a un site qu'on a fait quand même qui est dédié à ces voyages. En tout cas, les 2 premiers. On n'a pas encore mis le chapitre Islande, et ça permet, ce site, on l'alimentait pendant tout le voyage, c'est-à-dire que tous les 2-3 jours, il était à jour au niveau de ce qu'on avait vu, en décrivant aussi bien le musée à Washington que le musée ou que le mont Fuji, en expliquant à chaque fois, et avec beaucoup de photos. Et ce site, c'est Porsche 928 Expédition. Si vous tapez ça ça sort tout de suite, Porsche 928expédition.com, et là, il y a la préparation de la voiture, le voyage numéro 1 en Asie centrale, le numéro 2, le tour du monde, et puis tout le détail, comment on a fixé la roue, comment on a changé. Il y a toute vraiment, c'est fort détaillé, quoi, avec du texte et des photos. Voilà. Donc je mettrai les liens vers ce site-là et vers ces pages de réseaux sociaux en description de l'épisode. Ainsi que le lien vers ton livre, Autour du monde en Porsche entre père et fils. Exactement. Alors ça, c'est aussi une belle histoire, parce que c'est Marc Mellet qui m'a contacté, qui est un aventurier après le voyage, et qui m'a dit, il faut absolument... On se connaissait un peu avant, je l'avais rencontré sur un salon. Il m'a donné quelques très bons conseils, particulièrement sur le transitaire pour aller au Japon. Et puis, au retour, il me dit, il faut faire un livre. Il me dit, d'abord, c'est un tour du monde, c'est pas un petit voyage, c'est pas fait avec un véhicule habituel, et surtout, tu le fais avec tes fils. Et souvent, à 25-30 ans, les fils, ils vont faire ça avec des copains. Donc là, il me dit, il y a 3 facteurs qui font qu'il faut faire un bouquin. Et il faut le faire plutôt en français et en anglais. Et donc, ça a été un super boulot, parce que ce livre est sorti, il était en Fnac. Moi, j'étais comme un gamin, je le voyais dans les rayons à côté du livre sur Pescarolo. Enfin, voilà. Ouais. Super, merci beaucoup Philippe. Et puis, à une prochaine. Merci à toi, c'était passionnant et on a passé un bon moment. Merci. Salut Philippe. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto, un épisode qui vous aura fait bien voyager, je crois. Alors n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner sur toutes les plateformes de podcasting et aussi sur YouTube. De la même manière, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, à en parler à vos amis, démontrez-leur comment s'abonner. Tout ça, après tout, si je fais, c'est pour que ça soit écouté, donc autant qu'un maximum de gens qui l'écoutent. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram. De temps en temps, d'ailleurs, à partir de maintenant, sur Twitter, je vais organiser des spaces, c'est-à-dire des petites discussions en vocal avec les poditeurs et des intervenants du podcast. Je vais tester ça, là. On va faire ça le 2 février à 21h, donc si ça vous tente, n'hésitez pas, et je pense que je le referai si ça se passe bien. Pour me contacter, vous avez l'email histoiredauto@gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. D'ici là, ciao et bonne route.